Alors, j'espère que tout le monde m'entend. La principale tâche de la soirée, étant donné la lumière tamisée de cette salle, ça va être d'essayer de ne pas vous plonger dans une sieste profonde. Ça a été un peu mon angoisse là, en arrivant ici, en me disant cette salle est très jolie, mais l'éclairage est quand même en fin de journée, après parfois un peu de fatigue, peut-être pas notre meilleur allié. Nous ne sommes Alors, pas au lycée. Hein. oui, mais même en pleine lumière, mes élèves arrivent à dormir. Hein. Ouais. Alors, ne jamais trop écouter Olivier Zeller, j'ai été couvert de louanges, mais je ne les mérite pas tant que ça, je pense. Et puis à bien écouter, en fait, il a déjà un peu torpillé la soirée, puisqu'il vous a dit que je n'étais absolument pas spécialiste du sujet, puisque j'ai travaillé sur tous les faubourgs des villes de France, et finalement les faubourgs de Lyon ne sont qu'un petit morceau. Je vais quand même tâcher de dire 2-3 choses intéressantes sur les faubourgs de Lyon. Alors déjà, de quoi parle-t-on quand on parle des faubourgs ? Le terme faubourg, ça vient du latin foris, pour la partie du début, pour faux, ce qui signifie hors d'eux. Donc en d'autres termes, ça désigne tous les espaces bâtis qu'on va retrouver en dehors des limites urbaines de la ville, qui sont habituellement matérialisés par des fortifications ou plus tard, au XVIIIe siècle, par des promenades, une fois qu'on a décidé que les fortifications n'étaient plus utiles. Ce qui est très étonnant, c'est que dans toutes les civilisations, sur tous les continents, on trouve des faubourgs. Et à toutes les périodes historiques. Si vous voulez, on en trouve aussi bien dans l'Antiquité gréco-romaine, on en trouve en Mésopotamie antique, on en trouve en Asie, on en trouve en Amérique précolombienne. Comme si une ville n'était pas en mesure d'accueillir tous les habitants, ou à l'inverse, tous les habitants n'étaient pas forcément désireux d'habiter à l'intérieur des remparts. Alors qu'en disent les dictionnaires de l'époque moderne, comme très souvent ils ne sont pas à l'unisson, hein, si vous avez déjà eu l'occasion d'en consulter, ils se copient déjà généralement tous un peu les uns sur les autres. Et le terme de faubourg semble très difficile à définir pendant la période moderne pour les gens qui écrivent ces dictionnaires. Souvent les définitions sont peu précises, contradictoires ou carrément absentes. Je vous donne une définition assez fréquente, celle qu'on retrouve par exemple dans le dictionnaire de Furtière et de Trévoux. Faubourg, la partie d'une ville qui est au-delà de ses portes et de son enceinte, ou bâtiments qui sont sur les avenues des villes. Bon, très bien. Donc là, je suis censé parler de Lyon. Premier problème, à Lyon, on nomme aussi faubourg des espaces qui sont à l'intérieur des murailles. Donc ça, c'est problématique, et en particulier pendant une partie de la période moderne, Saint-Just, Saint-Irénée sont qualifiés dans les archives de faubourg. C'est une situation très rare, c'est pas unique. Quand vous regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs en France, on peut trouver quelques exemples similaires. Saint-Pierre-des-Corps à Tours. On trouve la même chose aussi à Orléans avec le faubourg Bourgogne. Donc souvent, il s'agit d'anciens faubourgs qui ont été intégrés lors d'une extension de murailles, puis les gens continuent à les appeler faubourgs. Ces espaces ont souvent gardé une identité forte et souvent une séparation physique avec le reste de la ville. C'est le cas pour Saint-Just, c'est le cas pour Saint-Irénée, qui sont séparés du reste de Lyon par des espaces qui ne sont pas bâtis. Deuxième définition possible des faubourgs, celle d'espaces qui se distinguent de la campagne par des privilèges. Voici ce qu'en dit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est un terrain attenant une ville et dont les habitants ont les mêmes privilèges et la même juridiction que ceux de la ville. Deuxième problème, pour Lyon, encore loupé, ça ne fonctionne toujours pas. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune forme d'unité fiscale dans ces territoires qui sont au-delà des remparts à Lyon. Pour vous donner quelques exemples, au milieu du XVIIe siècle, les faubourgs de Vèze, de la Guillotière et de la Croix-Rousse n'ont pas du tout les mêmes privilèges. Vèze, c'était le faubourg le plus mal loti, donc ses habitants n'étaient pas exemptés de la taille. Le faubourg était soumis, comme l'ensemble de la ville intramuros, au versement d'octroi. La Croix-Rousse payait des octrois, mais était exemptée de taille. Quant à la Guillotière, les habitants ne payaient ni taille ni octroi. Donc là, la définition de l'encyclopédie pour Lyon n'est pas valable. Alors, ça n'est pas... comment dire ? C'est plutôt que Lyon, on va le voir, en ce qui concerne les faubourgs, est plutôt atypique. Pour avoir travaillé sur plein d'autres faubourgs en France, on ne trouve pas aussi régulièrement de bizarreries ou d'incongruités fiscales. On en trouve à Angers, voilà, par exemple, mais c'est très très rare dans les villes que j'ai pu étudier. Alors, à Lyon, les faubourgs sont au nombre de 6. Alors 6, mais vous allez me dire, j'ai fait 4 ronds, oui, je vais expliquer. Alors déjà, il y en a 2 qui sont côte à côte, c'est Saint-Just, Saint-Irénée.
Vous avez la Croix-Rousse, vous avez évidemment la Guillotière qui est le plus important d'entre eux. Vous avez Vèze, évidemment, et n'apparaît pas ici un faubourg qui ne se développe qu'à la fin de l'Ancien Régime, qui est le faubourg des Brotteaux. Un faubourg qui est un des rares exemples de faubourg planifié en France. On a très peu de cas où, durant l'Ancien Régime, les municipalités décident de se projeter, de dire on va fabriquer un espace nouveau en dehors de la ville. On trouve la même chose à Toulouse, autour du Boulingrin. Mais c'est très très rare. Généralement, les faubourgs se développent de manière totalement spontanée. Il y a des grandes voies d'accès qui mènent aux villes. Et le long de ces voies d'accès, vous avez des gens qui s'installent, qui construisent leur maison petit à petit. Et souvent, ces faubourgs de la modernité, ils ont commencé à voir le jour presque tous à l'époque médiévale. Donc de fait, la problématique qui va un peu sous-tendre cette présentation que je vais vous faire est finalement comment est-ce qu'on peut appréhender ces faubourgs lyonnais. Et on va essayer de les étudier à travers 3 spécificités. Alors ça va être vraiment très parcellaire, hein. Les faubourgs lyonnais n'ont pas été mon objet d'étude, donc j'ai essayé un petit peu de rassembler toutes les connaissances que j'avais. J'aurais pu passer 1 heure sur le faubourg des Brotteaux. J'ai choisi d'aborder plutôt 3 thématiques pour rendre la présentation un petit peu moins monotone. Je vais vous parler de droit déjà. Voilà, comment ça se passe d'un point de vue juridique et notamment avec la ville de Lyon, puisque la ville de Lyon, au fur et à mesure de l'Ancien Régime, regarde ces faubourgs avec un œil de plus en plus intéressé. C'est des espaces qui peuvent rapporter de l'argent, c'est des espaces où il y a de plus en plus d'habitants. Deuxième thématique que je vais aborder avec vous, ce sera les activités et la sociabilité. Et puis la dernière partie, ce sera de la démographie. Voilà. Avec, là encore, des données qui pour Lyon sont parcellaires, c'est-à-dire quand on travaille sur d'autres villes, on a beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut avoir sur Lyon. Alors commençons par l'approche juridique. Les faubourgs lyonnais, ils ont longtemps été considérés en fait comme des espaces en dehors de la ville, et vous avez tout un tas d'indices qui le prouvent, c'est-à-dire que c'était des espaces avec une spécificité fiscale. Pendant la majeure partie de l'Ancien Régime, en tout cas 16e, 17e siècle c'est sûr, le privilège des non-logements de guerre est pour la ville, mais pas pour les habitants des faubourgs. C'est-à-dire que très souvent l'armée royale se déplace et il n'y a pas d'intendance, donc les soldats dorment chez l'habitant. Ils ne peuvent pas dormir dans Lyon, ils peuvent dormir dans les faubourgs. Une armée, comme l'aurait bien dit Olivier Zeller il y a quelques années en cours, c'est comme une armée de sauterelles. Vous êtes obligé de les loger, de les nourrir, de leur servir à boire. Les soldats se comportent pas toujours très bien avec les habitants. Donc le privilège de non-logement des gens de guerre, c'est un privilège vraiment très important. À Lyon, les faubourgs n'ont pas ce privilège-là. Autre élément, les communautés de métiers s'arrêtent aux murailles. Alors, ce qu'on appelle les communautés de métiers, c'est ce qu'on a nommé après 1750 les corporations, c'est des groupes de métiers. Les boulangers sont organisés en communautés de métiers, les tanneurs sont organisés. Dans beaucoup de villes, les communautés de métiers concernent et la ville et les faubourgs. C'est-à-dire que si vous voulez exercer le métier de boulanger, eh bien, il faut avoir l'accord de la communauté de métiers. Souvent, c'est un moyen de cadenasser, d'éviter une concurrence trop importante. Et le plus souvent, ça permettait aussi d'avoir une transmission familiale, le nombre de boulangers ou de tanneurs étant limité. Lorsqu'une personne décédait, la communauté de métiers souvent favorisait l'installation d'un des enfants à la place de son père. Autre élément, l'assistance aux démunis. Alors, si vous avez une institution qui aide tout le monde, des faubourgs ou pas des faubourgs, c'est l'Hôtel-Dieu pendant tout l'Ancien Régime, il n'en est pas de même de l'autre grande institution d'assistance à Lyon, qui est l'aumône générale, que vous connaissez au moins par le clocher de la Charité. Voilà, place Antonin Poussin, il ne nous reste que ce clocher d'un bâtiment qui était magnifique. Et là, en l'occurrence, l'aumône générale est créée en 1534. Dès 1537, on prévoit que tous les adultes étrangers sont exclus de l'assistance. Trop de prétendants, si vous voulez, pour aider les plus pauvres. Et dans les étrangers, on considère que les habitants des faubourgs en font partie, donc ils ne peuvent pas bénéficier de l'aide de l'aumône générale. Même chose pour les orphelins. Si vos parents habitent la ville, vous pouvez être aidé par l'aumône générale, et à partir de 1537, donc l'hôpital de la Chana qui dépend de l'aumône générale, même chose, n'accueille pas les orphelins des faubourgs. Voilà.
Autre élément, et là Olivier Zeller serait encore beaucoup plus compétent que moi pour en parler, puisqu'il est spécialiste du sujet, les habitants des faubourgs à Lyon ne sont pas intégrés dans la milice urbaine. Donc ces milices qui sont en charge à la fois de missions de sécurité et puis qui ont des... je sais pas comment définir ça, des institutions aussi un peu prestigieuses. Voilà, on donne tout un tas de grades. C'est quelque chose qui participe vraiment à la vie urbaine. À Lyon, ces milices urbaines s'arrêtent aux murailles. Dans plein d'autres villes françaises, on intègre les habitants, dès le XVIIe siècle, les habitants des faubourgs au fonctionnement des milices urbaines. Donc moralité, quand on parle des faubourgs à Lyon, on peut dire que la situation elle est plutôt atypique. C'est une situation qu'on ne retrouve pas dans les autres villes de France, et c'est plutôt une situation où les faubourgs sont plutôt vus comme des espaces de relégation, en tout cas des faubourgs qu'on ne considère pas vraiment comme des espaces urbains. Alors la question c'est pourquoi à Lyon cette différence de traitement entre faubouriens et habitants de la ville. Il y a deux hypothèses à laquelle je me garderai bien de répondre, mais les deux ont du sens. La première, c'est la faiblesse démographique. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais Lyon a des faubourgs qui sont démographiquement très peu nombreux. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. La population faubourienne, c'est toujours une petite minorité de la population de la ville. Vous allez dans d'autres villes de France, généralement c'est au minimum 20%, ça peut monter à 60% de la population de l'ensemble de l'agglomération. À Lyon, voilà, début du XVIIIe siècle, c'est 10% de la population qui habite dans les faubourgs. Donc on a des faubourgs très maigrichons à Lyon. Parce que la ville est très étendue, parce qu'on a des espaces qu'on peut encore bâtir, alors que dans beaucoup de villes ailleurs en France, l'espace à l'intérieur des faubourgs, il est saturé. Donc forcément, tous les gens qui ne peuvent pas être accueillis à l'intérieur de la ville investissent les espaces qui sont à proximité. À Lyon, c'est beaucoup moins le cas. Et puis probablement, il y a également un autre facteur qui est les découpages administratifs. Je vais vous en donner quelques exemples. D'abord pour le cas de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un territoire en tout cas qui appartient à ce qu'on appelait le Franc lyonnais. Le Franc lyonnais, c'est un ensemble de 13 paroisses sur la rive gauche de la Saône, au nord de Lyon, qui ont été réunies au Royaume de France en 1475. Et pourtant, pendant encore des décennies, on a continué à dire que ce Franc lyonnais était situé en terre d'Empire. Ensuite, c'est un territoire qui est passé sous la tutelle du duché de Savoie, enfin indirect. Et lorsqu'il a été, je dis indirect parce qu'en fait, il dépendait quand même du Royaume de France. Et ce Franc lyonnais en fait avait passé un accord avec la monarchie en 1556, et cet accord lui donnait tout un tas de droits et de privilèges, par exemple l'exemption de la taille. Pour la Guillotière, c'est encore plus flagrant, puisque la Guillotière, c'est vraiment un faubourg très original, et à ma connaissance, je n'ai pas trouvé d'autres exemples de découpage administratif similaire à celui qu'on trouve à Lyon. C'est-à-dire que la Guillotière, ça dépend du Dauphiné. Vous traversez le Rhône, vous changez de généralité, de province si vous préférez. Donc vous êtes dans un autre monde, vous dépendez de l'intendant de Grenoble qui est très loin. Et cette différence administrative, on va voir que les habitants ont su l'exploiter très intelligemment à tout un tas de moments. Je vais vous donner quelques exemples, notamment dès que la ville de Lyon cherche à étendre ses prérogatives fiscales sur les faubourgs, très souvent, les habitants des faubourgs réagissent de manière assez véhémente, s'organisent et parfois arrivent même à tenir tête à la municipalité. Parce qu'à Lyon, comme dans d'autres villes lyonnaises, au XVIIIe siècle, un des objectifs des échevins lyonnais, c'est de s'approprier donc les droits de justice, les droits de police, qui étaient à l'époque le privilège de seigneurs. Dans beaucoup de villes, partout, en fait, ça se termine toujours à l'avantage des municipalités. C'est-à-dire que quand une municipalité engage un bras de fer avec le faubourg souvent est démuni, et la municipalité étend ses droits sur les espaces périphériques. On va voir qu'à Lyon, c'est parfois plus compliqué, et notamment à la Guillotière, puisque les habitants sont prêts à tout pour conserver leur particularisme juridique, et ça donne donc lieu à des procédures judiciaires absolument interminables. Et je vais vous donner un exemple de conflit qui est lancé en 1705 par le consulat lyonnais, qui souhaite mettre la main très clairement sur la Guillotière. Et pour ça, il va falloir négocier avec l'archevêque de Lyon, puisque c'est lui qui est le seigneur officiel
et le haut justicier, comme on dit, de la Guillotière et de Bechevelin. Et puis un autre seigneur qui s'appelle de Laval, qui lui est seigneur de la Croix-Rousse. Alors la municipalité n'y va pas la fleur au fusil, elle a expliqué à la monarchie que pour aussi faire remonter l'argent qu'elle doit au roi, il lui faut des finances saines, et elle a obtenu l'appui du Conseil royal. Elle a eu en fait en octobre et en novembre 1699 des édits royaux qui vont dans son sens et qui lui permettent normalement d'étendre ses prérogatives sur les faubourgs, quels qu'ils soient. Alors dans le cas de la Croix-Rousse, ça va pas très bien se passer pour les faubouriens. Le seigneur de Laval n'est pas très content de se faire déposséder de ses prérogatives en matière judiciaire notamment. La municipalité est très très active. Pour elle, il s'agit, je cite, comme disent les archives, d'empêcher le débit de toutes sortes de denrées avec de faux poids et de fausses mesures. Parce que vous aviez tout un tas de marchandises qui rentraient à l'intérieur de la ville. Et donc il y a une sorte de compromis entre le seigneur haut justicier de la Croix-Rousse. Officiellement, ces officiers ont été maintenus, mais ils devaient appliquer désormais tous les règlements de la ville, avec en plus des officiers municipaux qui venaient régulièrement dans le faubourg de Croix-Rousse, pour vérifier que tous les édits municipaux étaient bien appliqués. Pour le cas de la Guillotière, là, ça va être beaucoup plus tumultueux, beaucoup plus compliqué. Alors au départ, ça se passe avec une négociation un petit peu avec ce qui s'est passé avec la Croix-Rousse, c'est-à-dire que le consulat négocie directement avec l'archevêque de Lyon, avec le souci notamment d'éviter une concurrence déloyale avec des artisans qui seraient dans les faubourgs et qui viendraient faire la concurrence des artisans qui sont dans la ville. Mais dans ce cas précis, les habitants du faubourg ne vont pas rester passifs. Alors d'abord, les archives nous indiquent que l'archevêque, qui tente de défendre quand même un petit peu ses intérêts, est soutenu, nous disent les archives, par les habitants de ce lieu qui ont tâché, dans toute occasion, de donner des marques de leur indépendance. Second élément, les archives conservent une lettre envoyée en octobre 1705 au maréchal de Villers-le-Roi, qui défend les intérêts de la ville de Lyon à la cour, et qui explique que les habitants de ce faubourg sont toujours prêts à se révolter contre les ordres de leurs supérieurs. Dans cette lettre, les échevins ajoutèrent que nous ne pouvions arrêter le cours de leurs fréquentes entreprises qu'autant que nous aurions la main en la voie de la justice pour les corriger, que la conservation des manufactures d'arts et métiers de cette ville était aussi extrêmement intéressée d'avoir une discipline uniforme par l'exécution des règlements de la ville et dans les faubourgs, à quoi celui de la Guillotière a toujours résisté. Alors, dans un premier temps, si on lit que partiellement les archives, on a l'impression que la municipalité gagne. C'est-à-dire que dans un premier temps, la résistance du faubourg semble atteindre ses limites. Après l'envoi de cette lettre au roi, la mainmise de la ville sur la justice et la police est officiellement entérinée, moyennant le versement d'une rente à l'archevêque pour compenser sa perte d'autorité sur la zone. Sauf que quelques années plus tard, les habitants des faubourgs vont essayer de prendre leur revanche à l'occasion d'un autre conflit qui voit la ville essayer d'étendre à nouveau encore plus ses prérogatives, puisqu'effectivement en 1722, le Conseil du roi autorise la municipalité lyonnaise à lever pendant 20 ans, à compter du 1er février 1722, un octroi de 12 sols sur chaque année de vin qui entrera et se débutera dans la ville et faubourgs. Évidemment, dans les faubourgs, le vin était beaucoup moins cher, ça attirait beaucoup de personnes, notamment le dimanche, et ça c'était insupportable pour la municipalité lyonnaise. Il s'agit donc en fait là surtout de faire rentrer beaucoup d'impôts et de pouvoir ensuite être solvable notamment vis-à-vis du roi. Donc le consulat lyonnais invoque cette décision royale pour dire voilà, maintenant il faut vous mettre au pas, il va falloir vous aussi payer cet octroi. Et ce qu'on sait d'après les archives, c'est que le fermier des octrois qui est envoyé et appuyé par le corps de ville pour aller prélever ses impôts, fit régner un climat de terreur pour faire rentrer l'impôt, et les plaintes des habitants sont extrêmement convaincantes. Voilà ce que nous disent les archives. Il a fait contraindre, donc le fermier des impôts, contraindre par de vives exécutions ceux qui ont refusé de payer. Et lorsque les consuls ou syndics ont voulu porter leur plainte au conseil, les uns ont été traduits dans les prisons de l'archevêché, les autres ont été obligés, pour éviter un pareil traitement, d'abandonner leur maison ou leur commerce.
On s'en est pris jusqu'au sieur Calmar, avocat au présidial de Lyon, que l'on a soupçonné d'être le conseil des habitants. Alors, les habitants du faubourg, face à une violence qui commence à être physique et qui va monter crescendo, vous allez voir, ça va aller jusqu'au sang. Les habitants du faubourg, eux, vont tout faire pour se défendre. Ils se rappellent qu'ils dépendent de la généralité du Dauphiné, ce qui est un atout pour eux. Et donc, normalement, étant du Dauphiné, ils ne peuvent pas être soumis à un impôt d'une ville qui fait partie d'une autre généralité, d'une autre province. Ils vont donc essayer de s'appuyer là-dessus en disant, voilà, nous sommes... Ils ont fait un courrier à la municipalité de Lyon en disant, nous sommes de la généralité du Dauphiné, nous n'avons pas à payer cet impôt. Donc la municipalité de Lyon dit, pas de problème, ils traversent le pont de la Guillotière. À la sortie du pont de la Guillotière, il y a une grande colonne qui montre la limite entre le Dauphiné et la généralité de Lyon. Ils cassent la colonne, plus de limite, plus de problème. Alors, sauf qu'en face, les habitants du faubourg de la Guillotière ne se laissent pas faire, parce que là, ça commence à être un petit peu violent, toute cette brutalité, et ils vont aller chercher du soutien auprès d'abord du subdélégué de Vienne, on dirait aujourd'hui un sous-préfet, si vous préférez, hein, c'est le représentant de l'intendant qui est à proximité de Lyon, et ils vont surtout chercher l'appui de l'intendant de Grenoble, en disant, voilà, nous sommes partie de votre province, vous devez nous défendre contre cette méchante ville qui veut, à tout prix, nous taxer sans raison. Donc ils vont réunir tout un tas de pièces justificatives. L'intendant de Grenoble s'appelle Monsieur de Fontagneux. Il s'intéresse de très près à cette affaire et effectivement, il se rend compte que les habitants de la Guillotière sont victimes d'injustice. Donc il va écrire plusieurs lettres à l'intendant de Lyon, qui est aussi son oncle, affaire de famille. Et pourtant, ces liens de famille ne vont pas forcément faciliter les choses, en tout cas dans l'immédiat, puisque le Conseil du roi, année après année, multiplie les arrêts pour conforter la ville de Lyon face à la Guillotière. En 1725 notamment, vous avez un arrêt du 6 novembre 1725 qui confirme que les habitants du dit faubourg et ses dépendances payeront bien les anciens 5 sols et tous autres droits d'aide, ainsi que tout ce qui se perçoivent dans les faubourgs de la Croix-Rousse. Donc en plus, on leur met une deuxième, en plus des octrois, on leur met en plus des aides. Les aides, c'est un impôt qui au départ touche un peu tout, les transports, etc. Puis ça devient un impôt qui touche le vin au XVIIIe siècle. Alors l'intendant de Grenoble ne reste pas sans rien faire, il n'est pas décidé à abandonner les habitants de la Guillotière et par l'intermédiaire de son subdélégué à Vienne, il réunit tout un tas de preuves de l'appartenance de la Guillotière au Dauphiné pour que ses habitants, je cite, ne soient pas exposés au ressentiment d'une ville puissante dont ils sont la victime. Et finalement, tout ça, ça va payer. C'est-à-dire que voilà, c'est David contre Goliath, hein. Les petits vont gagner. L'opiniâtreté des habitants de la Guillotière paye. Le 17 février 1728, un arrêt du Conseil royal, donc il a fallu quand même 6 ans de procédure, hein, un arrêt du Conseil royal dit que la Guillotière est un bourg du Dauphiné et non un faubourg de Lyon. En conséquence, déclare que les habitants du bourg de la Guillotière, exempts du paiement des octrois ordonnés par l'arrêt du Conseil du 20 janvier 1722. Donc le Conseil du roi se dédie, revient sur ce qu'il avait dit. Donc là, c'est vraiment une revanche. C'est unique en France, puisqu'il n'y a généralement pas de situation, on va dire, juridiquement aussi complexe que ce qu'on peut trouver avec une limite de généralité qui passe entre la ville et son faubourg. En 1734, un autre édit royal confirme les privilèges de ce faubourg. C'est donc là une victoire qui à la fois montre un esprit de corps dans le faubourg, mais qui ne va pas calmer pour autant la municipalité lyonnaise, parce que celle-ci va revenir à la charge quelques années plus tard. Un exemple, 1770, la ville attaque le faubourg sur autre chose. Il s'agit pour eux désormais de dégager la place du Plâtre. C'est une place à l'époque qui est à l'entrée du pont de la Guillotière, donc côté Guillotière. Alors pourquoi ça ? Parce que en fait, la ville est totalement insupportée par ce qui s'y passe. Imaginez, vous arrivez du Dauphiné sur la grande ligne droite qui correspond aujourd'hui, je ne sais plus quel est son nom, là, cette rue qui... Ouais, ça doit être Gambetta, effectivement. Et vous arrivez sur une place où les habitants stockent du bois, des gerbiers de blé, font paître leurs animaux, pratiquent le battage du blé au moment des moissons. Bref, c'est un capharnaüm insupportable et avec une
une population de Lyon qui est en train de grossir et donc une traversée du pont qui est de plus en plus importante, avoir un tel bazar à l'entrée de Lyon, c'est pour la ville absolument inimaginable. Donc la ville ordonne aux faubouriens de dégager cette place-là, sauf que là encore, il y a à nouveau des procédures judiciaires. La ville est déboutée par une première sentence en 1773. Les autorités municipales insistent et les syndics de la Guillotière, qui maintenant connaissent bien les ficelles, contactent directement un conseiller du roi, conseiller enquêteur et examinateur de la Sénéchaussée au siège présidentiel de Lyon, et lui disent voilà, et auditionner 42 témoins qui viennent des autres villages qui sont autour de Lyon, Bron, Villeurbanne, Vénissieux-Vaux, et demander leur avis. Est-ce que la Guillotière, c'est le Dauphiné ou c'est autre chose? C'est-à-dire, est-ce que la ville peut nous donner des ordres? Et tous les habitants de la ceinture périurbaine, comme un seul homme, appuient tous les habitants des faubourgs pour dire que ça n'est pas le cas. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que plus la résistance du faubourg s'organise, plus la violence augmente du côté de la ville, avec des exactions qui sont très violentes. Alors, j'ai trouvé un document assez étonnant à la bibliothèque municipale de Lyon. C'est un ouvrage qui s'appelle « Réponse de la municipalité du bourg de la Guillotière en Dauphiné », dans le fond ancien, qui date juste avant de la Révolution française et qui relate tout un tas d'anecdotes, d'événements violents qui ont touché le faubourg de la Guillotière. Voilà ce que dit ce texte-là, je vous le cite. Il faut tracer l'histoire de l'inhumanité qu'on a commise contre les pauvres habitants de notre bourgade, qui, à l'abri des arrêts du Conseil, ceux du Parlement, de la Cour des aides de Paris, enfin à l'abri de nos serments, auraient dû, sans temps de sauvegarde, être respectés. Loin de là, les satellites de vos fermiers, donc les gros bras envoyés par les fermiers généraux, ont ravagé nos récoltes, ont enlevé la viande des boucheries, le vin des cabarets, ont enfoncé les portes des caves, saisi les chevaux, les voitures, traîné dans la boue les conducteurs, et ont fini par les précipiter dans des cachots obscurs et infects. C'est là où, nourris au pain et à l'eau, ils n'ont pu sortir qu'en payant des amendes arbitraires et exorbitantes. Et un petit peu plus loin, le même document dit... que te faisait le 2 juin 1781 Jean-Baptiste Rabatel? Il portait, pour abreuver sa femme et ses malheureux enfants, quelques pintes de vin dans un baril. Des commis rencontrent cet infortuné, lui enlèvent son vin. Ce pauvre homme effrayé ne fait nulle résistance. Il fuit et c'est alors que le brigadier Aurier lui plonge un poignard dans le dos. Il tomba aux pieds de son meurtrier qui le vit en souriant expier sous ses yeux. Pareille fin tragique a eu lieu sur la personne d'un nommé Joseph. Semblable scène sanglante se renouvela sur un nommé Benoît Plasson, qui fut attaqué par les commis au milieu de la Guillotière et il expira d'un coup de couteau. Un autre assassinat a eu lieu par les mêmes satellites sur la personne d'Antoine Froment et tous ces crimes ont été impunis au mépris des lois de l'humanité. Donc voilà, très bonne ambiance comme vous pouvez le voir entre la ville de Lyon et le faubourg. Et ce qui est étonnant, c'est que même pendant la Révolution française, la Guillotière tient à son indépendance et ça dure jusqu'au milieu du 19e siècle. Voilà, ainsi. Ce qui est une résistance beaucoup plus longue que dans beaucoup d'autres villes françaises. Voilà pour cette situation juridique. Donc si je résume... une ville qui cherche à étendre son influence, qui n'y arrive pas, des habitants des faubourgs qui se défendent et qui savent se défendre intelligemment, non pas par la violence, mais qui essayent d'utiliser tous les artifices juridiques possibles. Et ça donne une situation qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le royaume de France. Alors je vous propose d'aborder, je surveille le temps, parce que comme souvent je suis un peu bavard, je vais essayer de tenir le temps, c'est à peu près 1 heure, c'est ça, hein. Voilà. Pour qu'après, il y a aussi quelques questions auxquelles j'essaierai de répondre, mais ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dans les archives. Là, j'ai replongé dans ma thèse, mais je suis un chercheur en retraite, quasiment, on pourrait dire, hein. Voilà. Alors, je vais aborder avec vous quelques éléments sur les activités et sociabilités dans les faubourgs lyonnais. En d'autres termes, quel profil économique trouve-t-on? Et par rapport à ce que j'ai pu chercher, je peux vous répondre que très maladroitement. C'est-à-dire que normalement, quand on veut étudier le panorama socio-économique d'une ville, on va regarder 2 types de sources. Premier type de source, bien connu des démographes, les registres paroissiaux. Alors pour les faubourgs, ils existent, mais ils sont incomplets. Et en plus, tout dépend des informations qui sont données par le curé. C'est-à-dire que le curé peut donner tout un tas d'informations très intéressantes sur le père, profession, etc., ou pas du tout. Donc là, ça peut être très embêtant. Et puis, il existe une autre source, alors qui a été longtemps dénigrée,
mais qu'Olivier Zeller connaît bien, puisqu'il s'en est servi pour sa thèse, c'est ce qu'on appelle les dénombrements ou les recensements d'Ancien Régime. Donc à Lyon, on n'a pas grand-chose à part ceux qui ont été utilisés par Olivier Zeller. Ce sont souvent des recensements qui sont faits pour des raisons fiscales. Très clairement, il s'agit d'aller chercher les habitants un par un chez eux et souvent ainsi de compter quelles sont les sommes qui peuvent être récupérées, par exemple pour la capitation, qui est un impôt qui existe à partir de 1695. Alors, dans plein de villes, on a des séries qui sont extraordinaires. À Angers, il y a un magnifique recensement en 1768. À Grenoble, on a des recensements de capitation presque tous les ans dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À Pontoise, on en a un extraordinaire aussi qui a été étudié par les historiens. Sur Lyon, malheureusement, on n'a pas la même chose, donc je ne pourrais pas inventer, malheureusement, des résultats aussi précis que ceux qu'on peut trouver dans d'autres villes, que j'ai pu trouver d'ailleurs ailleurs, à Angers notamment. Donc j'ai quelques données, quand même pas venu pour rien, et notamment pour la guillotière. Alors des données indirectes. C'est-à-dire que je m'étais jamais posé la question d'utiliser cette source ainsi. En fait, j'avais travaillé sur des registres de baptême, mais ça n'était pas pour savoir ce que faisaient les pères des enfants. Je l'avais noté quand même dans mon tableau Excel. C'était pour savoir surtout qui était le parrain. Donc je vais y revenir après, parce que ça m'intéressait. Qui choisit-on comme parrain quand on habite dans les faubourgs? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite le faubourg ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui habite dans la ville? Donc je vais répondre à ça dans un petit instant. Donc moi j'ai travaillé sur 2 années, j'ai fait ce qu'on appelle un sondage. Comme je travaillais sur toutes les villes de France, je ne pouvais pas faire plus. Mais ça, avec 2 années bien ciblées, j'ai quand même pu avoir des informations intéressantes. Et il se trouve que pour la guillotière, donc j'ai étudié les années 1740 et 1780 et sans trop de surprise par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce que Maurice Garden a pu dire, les registres par ration vont à peu près dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a un faubourg qui est très agricole, avec, en tout cas, qui semble l'être, parce que je ne peux pas l'assurer, c'est une déformation, je ne peux dire que les métiers des gens qui sont pairs, voilà, en 1740. Mais on a une prédominance très très nette des métiers agricoles et c'est là encore quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, dans beaucoup de villes de France, on va avoir des choses très différentes. Alors vous pouvez trouver des faubourgs où vous avez 90% de la population qui vit de l'agriculture. Souvent, ce sont des faubourgs qui sont à proximité de vignes. Dijon, Orléans, le faubourg Saint-Marc à Orléans. Vous sortez du faubourg, il y a des vignes partout. Ils sont tous vignerons quasiment. Donc là, on a un faubourg qui est un village. Mais le plus souvent, on a plutôt des métiers agricoles qui ne sont pas forcément majoritaires et qui sont déclinants au fil du temps. On va le voir, pour la guillotière, les métiers agricoles sont importants et, alors, en tout cas, dans les registres paroissiaux, ils ne semblent pas décliner au fil du temps. Donc c'est comme si le faubourg gardait une coloration agricole quasiment jusqu'à la Révolution française. Donc la moitié des pairs quasiment qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, c'est énorme. Et finalement, pas tant que ça dans le domaine des transports, alors qu'on imagine tous la guillotière comme étant le royaume des affaneurs, c'est-à-dire des portefaix, ceux qui déchargent et chargent les bateaux. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui se déclarent comme tels. Il y en a quelques-uns qui se déclarent comme journaliers et eux sont peut-être effectivement des affaneurs. Voilà. Alors, pourquoi autant d'agriculteurs ou de jardiniers, etc. On est dans une ceinture agricole. Alors qui commence à la guillotière mais qui s'écarte au-delà, une ceinture agricole qui nourrit Lyon. Donc voilà, c'est la guillotière, c'est une forme de jardin de Lyon. Et si vous allez un petit peu au-delà, moi j'avais travaillé sur les archives de Bron. Bron, c'est très étonnant. Alors c'est pas une ville marquée par le maraîchage, mais par l'élevage. Il y a plus de têtes de bétail que d'habitants dans le village de Bron. Donc on élève des moutons et puis quand ils sont prêts à être mangés, on les amène à pied jusqu'à Lyon. On leur fait traverser le pont de la Guillotière et puis on les abat dans les abattoirs lyonnais. Donc il y a toute une organisation agricole, si vous voulez, quand vous sortez de Lyon avec le garde-manger, Guillotière où c'est plutôt du maraîchage et au-delà plutôt de l'élevage. Voilà. Je mélange mes pages. Ça devient grave. C'est pour ça. Alors, ces registres paroissiaux, quand vous regardez aussi l'année 1780, c'est quasiment la même chose. Logiquement, on aurait pu s'attendre, en plus il y a beaucoup plus de naissances, donc a priori les chiffres sont un peu plus faibles, on aurait pu s'attendre à avoir un petit peu moins de
pères hein, qui travaillent dans l'agriculture au fil du temps. Or, ça se maintient. Alors, ça augmente même légèrement. Est-ce que c'est la réalité? Mais en tout cas, il semble que les métiers agricoles sont toujours très importants. Après, est-ce que les jardiniers font plus d'enfants que les autres métiers, etc. Ça, je ne peux pas répondre. Il y a des choses étonnantes hein, dans Lyon. Maurice Garden avait travaillé sur les bouchers de Lyon qui faisaient un nombre d'enfants incalculable. Hein. Il y en a même qui montaient jusqu'à 20 enfants. Voilà. D'ailleurs, qu'on n'a jamais su trop expliquer voilà, ce qu'il y avait. Est-ce que la viande jouait un rôle sur la fécondité? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, là je ne peux pas répondre de manière certaine, mais en tout cas, il semble que les activités agricoles restent très très importantes dans le faubourg. Alors si moi j'ai étudié ces registres paroissiaux, c'est surtout pour autre chose. C'est-à-dire que je cherchais des indices d'une sociabilité partagée, c'est-à-dire de liens qui peuvent exister entre les gens qui habitent dans le faubourg et les gens de la ville. Or, ces liens, ils sont très difficiles à savoir. Hein. La plupart des gens ne pouvaient pas écrire, nous ont pas laissé forcément des choses. On sait qu'il y a des habitants de la ville qui venaient festoyer dans les faubourgs. Éventuellement, vous aviez aussi des activités, des associations d'arquebusiers, par exemple, venaient pratiquer le tir de l'arquebuse plutôt dans les faubourgs. C'était un peu plus calme, un peu plus propice pour pratiquer cette activité que dans le centre de Lyon. J'avais d'autres indices, les processions religieuses. Au XVIe siècle, elles sont uniquement à l'intérieur des remparts. Au fil du temps, on élargit et vous avez ensuite des trajets qui sortent de la ville, qui intègrent les habitants des faubourgs. Donc il y avait quand même des indices qui laissaient supposer que les habitants des faubourgs pouvaient être intégrés à la ville. Et ça, c'était quand même important parce que il y a deux éléments qui pouvaient laisser supposer que les liaisons ville-faubourg entre les habitants n'étaient pas si évidentes. Alors d'abord, le fait qu'entre la municipalité et le faubourg, ça se passe mal, mais au ras du sol, entre petites gens, est-ce que ça se passait bien? Donc a priori, oui, on va le voir. Et puis deuxième élément, par exemple, pour aller à la Guillotière, il y a un pont. Qui dit pont, dit taxe. Donc ça réduit aussi le désir de sortir, puisque vous devez payer à chaque fois un péage pour vous rendre dans le faubourg de la Guillotière. Alors moi j'ai travaillé donc sur les registres là dont je vous parlais, c'est-à-dire 1740-1780, et je me suis posé la question, grâce au curé de la Guillotière qui a été très très méticuleux, d'où viennent les parrains et d'où viennent les marraines des enfants qui sont nés dans le faubourg? Sont-ils tous du faubourg ou viennent-ils d'ailleurs? Et alors les chiffres sont intéressants. Par exemple, pour les parrains, sur l'année 1740, vous avez quasiment un parrain sur 5 qui vient de la ville. Alors évidemment, les parrains des faubourgs sont majoritaires. On choisit très souvent comme parrain ou marraine des gens de sa famille. Et il y a souvent des fratries qui sont présentes dans les faubourgs, donc ça paraît logique aussi qu'on ait cela. Pour autant, on va donc chercher des parrains et des marraines, alors surtout des parrains, les marraines un peu moins. Donc est-ce que ça veut dire aussi que les femmes ont peut-être moins de connexions, notamment professionnelles avec le centre-ville? En tout cas, le choix des parrains, il répond à des relations qui, je pense, parfois peuvent être professionnelles, puisque j'en ai trouvé. Je vais vous donner quelques exemples. Pour l'année 1740, vous avez une petite qui s'appelle Antoinette Copona, née en février 1740. Son père est marchand et tailleur d'habits. Et on va choisir comme parrain quelqu'un qui s'appelle François Chapeau, qui n'a pas l'air d'avoir de lien de parenté, et qui est aussi maître tailleur d'habits à Lyon. Autre exemple, Antoine d'Arson, né en mai 1740, le père est marchand maître chandelier, on choisit comme parrain un maître chandelier de Lyon qui s'appelle Antoine Pellion. Autre exemple, Jean-Baptiste Guigan, né en décembre 1740, le père est maître serrurier, on va choisir comme parrain un dénommé Jean-Baptiste Platon qui est également maître serrurier. Tous ces exemples, il y en avait d'autres, hein, j'en ai cité que 3, mais tous ces exemples montrent que très probablement, en tout cas, professionnellement, il y avait des liens qui se créaient entre la ville et les faubourgs, et que quand on voulait sceller une forme de complicité professionnelle, le choix du parrain pouvait se faire ainsi. Voilà. Alors en 1780, le taux augmente légèrement. Alors là encore, c'est difficile d'extrapoler sur des séries qui sont très légères. Il aurait fallu prendre toutes les séries de 1740 à 1780 et voir comment ça a évolué, et même continuer avant, et même si on peut revenir avant. Mais en tout cas, on sent qu'il y a encore un petit peu plus. En plus, il y a plus de naissances en 1780. Et donc, on va donc chercher encore plus de parrains à l'intérieur de la ville. Et toujours, il y a un décalage avec les marraines. Toujours pareil, les marraines choisies sont plutôt du faubourg. Et on a moins tendance à aller choisir une marraine dans la ville qu'un parrain dans la ville. Voilà.
Alors les hypothèses qu'on peut faire sont pas définitives, hein. Mais en tout cas, ça laisse quand même supposer qu'il y avait des relations qui existaient, des relations probablement sincères entre habitants des faubourgs et de la ville. Et ce qui est étonnant, c'est que même dans les métiers agricoles, où là on pourrait se dire, voilà, un jardinier ne va pas aller choisir quand même un habitant du centre de Lyon comme parrain de ses enfants, et bien même dans les métiers agricoles, en fait, on a des choix de parrains à l'intérieur de la ville. Je vais vous donner quelques exemples. Donc en 1700, que je ne dise pas de bêtises, en 1740, oui, parmi les 15 pères d'enfants de laboureurs qui sont nés à la Guillotière, il y en a 8, un peu plus de la moitié, hein, qui ont leur parrain dans le faubourg, et 5 qui ont un parrain dans la ville. C'est quand même pas anodin. En 1780, vous avez 33 enfants de laboureurs qui sont nés. Vous en avez 28 dont le parrain va être dans les faubourgs, et à nouveau 5 aussi qui vont être choisis dans la ville. Donc même chez les jardiniers, on a des liens qui, semble-t-il, passent les murailles, et on va choisir, pas facilement, mais en tout cas on va choisir potentiellement quelqu'un qui peut être dans la ville comme parrain de ses enfants. Autre élément, au fil du temps, donc le choix d'un parrain ou d'une marraine extérieure à la paroisse donc semble augmenter. Et notamment même les paroisses extérieures aussi, hein, c'est-à-dire les villages alentours, Eyrieux, ça va jusqu'à Eyrieux, Villeurbanne, Bron, etc. Et tout ça, ça nous laisse quand même supposer qu'on a un faubourg de la Guillotière qui fonctionne de moins en moins comme un village et de plus en plus comme un espace traversé par des flux qui sont importants et des connexions qui sont importantes avec les territoires qui sont avoisinants. Mais pour être plus précis, il aurait fallu évidemment dépouiller beaucoup plus d'archives. Alors, pour finir, puisqu'il me reste peu de temps, ça passe vite, et comme d'habitude, je suis trop bavard, je vais essayer d'aborder avec vous quelques éléments démographiques. Alors, qu'est-ce que je vais évoquer avec vous? 3 choses. Le cas des naissances illégitimes, ce qu'on appelle les rythmes démographiques, c'est-à-dire comment varie le nombre de morts, le nombre de naissances au fil du temps, mois par mois. On peut faire en fait, si vous voulez. Et puis un petit point sur l'immigration. D'abord sur les naissances illégitimes. J'ai travaillé sur un faubourg, vous allez me dire pourquoi pas 2. J'ai travaillé sur le faubourg qui donnait les informations les plus précises. Donc je me suis fié au curé de Vèze, qui était extrêmement précis. Et j'ai pu comparer ça avec la proportion estimée des naissances illégitimes à Lyon. Donc naissances illégitimes, ce sont des naissances dont le père est absent. Alors soit le curé mentionne le père serait tel personnage, soit le père est inconnu, ça arrive, inconnu, je sais pas, l'expression est maladroite, mais c'est ce que note le curé. Et alors qu'est-ce qu'on constate à Vèze, cette proportion de naissances illégitimes est beaucoup plus faible que dans la ville. D'ailleurs, quand vous voyez les chiffres à l'intérieur de Lyon, c'est même sidérant, puisqu'on a, par exemple, pour la décennie 1750-1759, un enfant sur 10 qui n'est pas reconnu par son père. Alors, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce différentiel faubourg et ville. Je vais essayer de vous les donner très modestement. La première, la plus crédible, ce serait de voir dans le faubourg de Vèze un espace de taille réduite avec un turnover de population moins important que dans la ville, avec une forme d'anonymat qui n'est quasiment pas possible. Tout le monde se connaît dans un faubourg, c'est petit dans une ville, surtout comme Lyon qui commence à être vraiment très importante à cette période-là. Entre guillemets, on peut vivre sans connaître beaucoup de monde. Et donc il n'y a pas de contrôle social à l'intérieur de la ville, alors que ce contrôle social est probablement beaucoup plus important encore dans le faubourg. Même si le faubourg n'est pas un village, il avait probablement un fonctionnement sociétal qui en était un petit peu proche. La deuxième explication, ça pourrait tenir aussi à la présence plus faible de jeunes femmes célibataires. Dans l'intérieur de Lyon, vous avez beaucoup de jeunes femmes célibataires qui viennent des campagnes, qui vivent comme domestiques. Et d'ailleurs, très souvent, ce sont ces jeunes femmes domestiques qui ont des enfants, avec parfois un père qui habite sous le même toit, mais on ne le dit pas, quoi. Voilà. Et donc dans les faubourgs, il y a une domesticité qui... Alors j'ai pas les chiffres pour Lyon, mais partout ailleurs, la domesticité est généralement beaucoup plus faible dans les faubourgs que dans la ville de Lyon. Donc logiquement, moins de jeunes femmes célibataires,
forcément moins de naissances illégitimes. C'est ma deuxième hypothèse. Mais, là encore, on est sûr de rien. Troisième hypothèse, qui n'est pas à écarter, ce serait que des jeunes filles mères aillent accoucher dans Lyon, et notamment à l'Hôtel-Dieu. Voilà. Parce qu'on a pas mal de naissances à l'Hôtel-Dieu ainsi. Et peut-être qu'il y a des jeunes filles des faubourgs qui n'apparaissent pas en fait dans les sources du curé, mais dans les registres paroissiaux, mais qui seraient finalement allées accoucher à l'Hôtel-Dieu. Donc voilà pour ce premier point sur les naissances illégitimes. En ce qui concerne les rythmes démographiques, je vais essayer de faire 5 minutes sur chaque pour tenir le temps. Hop. Alors, sur les rythmes démographiques, j'ai travaillé là sur la Guillotière parce que c'était là où j'avais les séries les plus complètes. Alors, même s'il y avait des trous, voilà, ça permettait quand même d'avoir des chiffres un petit peu précis. Et alors, sur ce que l'on constate à la Guillotière, vous avez, en ce qui concerne les naissances, une prédominance assez nette des naissances entre le mois d'octobre et le mois de mars. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On voit que ça dépasse légèrement, ce qui laisse supposer donc des conceptions plus nombreuses entre le mois de février et le mois de juillet. En d'autres termes, les conceptions dans le faubourg de la Guillotière au mois de septembre, qui sont généralement fortes en milieu urbain, étaient dans ce cas-là plutôt faibles. Donc on a plutôt un faubourg qui ne vit pas démographiquement au même rythme que la ville, mais qui ne vit pas tout à fait au même rythme que les campagnes non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir, on n'est pas tout à fait dans la même chose. Est-ce que j'ai mis Vèze? Non, j'ai pas mis Vèze. Je pensais que j'avais mis Vèze, mais non. À Vèze, en tout cas, les naissances, elles, étaient plus nombreuses entre décembre et mars. Donc il y a un petit décalage. Tous les faubourgs n'ont pas visiblement le même rythme. Là, on est sur des séries qui sont longues, donc on peut dire que les chiffres sont quand même globalement fiables. Voilà. En revanche, vous avez donc un peu moins de naissances au mois d'avril. Si vous regardez, c'est pas un effondrement non plus, hein. Mais si vous calculez bien, donc ça laisse supposer une chute du nombre des conceptions au mois de septembre, ce qui s'explique pas vraiment. En tout cas, en milieu rural, c'est pas ce qu'on trouve. Surtout, ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas de creux comme on pourrait s'y attendre pour les conceptions qui ont eu lieu pendant le carême. Habituellement, pendant le carême, vous avez abstinence des relations sexuelles et 9 mois après, boum, vous avez un effondrement des naissances. Là, il n'y a pas d'effondrement des naissances. Alors que si vous allez dans d'autres lieux, notamment des communes rurales, vous trouvez un véritable effondrement parce que les gens suivent à la lettre le carême. Et donc, il y a un effondrement généralement qui est en novembre, décembre. On peut trouver aussi ça après l'Avent, dans certaines régions. Vous allez aussi avoir un creux ainsi. Donc ce rythme saisonnier, il fait là pour le coup plutôt penser aux villes, puisque les villes respectent un petit peu moins les prescriptions religieuses, alors qu'en zone rurale, c'est encore bien marqué pendant tout le XVIIIe siècle. En ce qui concerne les mariages, alors là, on voit très bien que la saisonnalité des mariages, elle est très 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 irrégulière, que quasiment personne ne se marie au mois de décembre. Et que durant l'été, c'est pareil, donc on se marie vite en juin, mais juillet, août, ça s'effondre aussi très vite. C'est des beaux mois pour se marier, mais c'est les mois où les foins, les moissons ont lieu, où on est beaucoup à travailler, et pas uniquement d'ailleurs les agriculteurs. Hein. Souvent pour ces tâches-là, on récolte aussi l'aide des voisins, l'aide de la famille au sens élargi. Donc c'est vraiment pas une période propice à l'union nuptiale. Par contre, effectivement, vous avez pendant le carême, pendant l'Avent, ce deux effondrements, et là c'est vraiment les prescriptions religieuses qui sont respectées. Donc autant sur les naissances, c'est pas trop respecté, autant pour les mariages, on maintient encore cette forme d'interdit. On se marie pas pendant le carême, on se marie pas pendant l'Avent. Voilà. Pour les sépultures. Alors, je pensais avoir mis des choses sur Bron, mais j'ai pas mis sur Bron, c'est pour après que je vais noter ça. Alors, en ce qui concerne les sépultures, là encore, c'est très variable. Alors, toujours actuellement, on a souvent des pics de mortalité qui ont lieu au sortir de l'été. Le mois de septembre est quand même réputé comme étant un mois un peu plus meurtrier que les autres aujourd'hui, mais là, ça prend quand même des proportions qui sont extrêmement impressionnantes, c'est-à-dire que la mortalité explose
littéralement dans le faubourg de la Guillotière. Alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver un petit peu ailleurs, ce type de choses, et qu'on retrouve par exemple en zone rurale. Voilà ce qu'on trouve pour Bron. Bah, c'est quasiment la même chose, hein, il y a 10 km d'écart, mais vous voyez voilà, à la fois la période d'épidémie assez régulière. En tout cas, c'est pas une période qui, d'un point de vue frumentaire, normalement pose des problèmes, hein. On a récolté, voilà, on a à manger pour plusieurs mois. Quand il y a des problèmes de crise frumentaire, de manque de blé, c'est pendant la période qu'on appelle la soudure. Donc c'est juste avant les récoltes, on va dire, c'est à la fin du printemps où les premières récoltes qu'on attend sont pas encore mûres, et c'est là où on meurt de faim. Là, visiblement, on meurt d'autre chose, et en tout cas, on meurt vraiment beaucoup sur cette période de fin d'été, début d'automne. C'est la même chose d'ailleurs dans plein d'autres villes, hein, de France. On trouve ça à Rouen avec Jean-Pierre Bardet, que Olivier Zeller a cité. On trouve à peu près la même chose aussi avec Guy Florenti qui a travaillé sur la ville de Nevers. Donc là, ça confirme en tout cas des résultats qu'on trouve en zone urbaine, mais aussi en zone rurale. C'est quelque chose qui est vraiment très impressionnant, cette variation des sépultures au fil du temps. Voilà. Et puis dernier point, puisque j'arrive vraiment un petit peu à la fin de ma présentation, je voulais évoquer deux autres points en ce qui concerne l'immigration. Parce que j'ai 2-3 choses à dire, pas énormément, mais je peux quand même au moins en parler un petit peu. Alors d'abord, je vous présente ici, pareil, j'ai fait un sondage, années 1758, 1760, 1770, 1770, 1778, 1780, sur la Guillotière. Je suis allé regarder l'origine des jeunes mariés, puisque là encore, le curé de la Guillotière, qui est vraiment mon ami, a mentionné l'origine des mariés. C'est pas toujours mentionné, mais là, il le mentionne très bien et systématiquement surtout. Donc ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que parmi les mariés, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas nés à la Guillotière et qui viennent d'ailleurs. Alors, la question, c'est d'où viennent-ils? On va le voir. Ils viennent souvent des campagnes alentours. Et ça n'est pas un cas unique. J'ai travaillé beaucoup sur le faubourg de L'Houmeau, que vous connaissez tous, bien connu de Balzac, et donc à Angoulême. Et à L'Houmeau, c'était du même ordre, même encore un peu plus important, c'est-à-dire que le faubourg, c'est un lieu d'immigration. Alors, ce que je n'ai pas réussi à déterminer, c'est est-ce que c'est un sas ou est-ce que c'est un point de chute définitif? C'est-à-dire, est-ce que c'est un endroit où on s'installe le temps de développer des réseaux de sociabilité pour ensuite arriver à se projeter à l'intérieur de la ville, ou est-ce que en lui-même le faubourg est déjà une fin en soi et on s'y installe définitivement? J'ai essayé de répondre à ça à travers les archives de Grenoble. J'avais des recensements de capitation, mais c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est un travail de titan qui n'est pas toujours récompensé parce que les fautes d'orthographe dans les noms sont nombreuses. Donc quand on fait des recherches après informatique, on cherche les noms, on trouve jamais les bons noms. Mais globalement, j'avais pas tant de gens qui en tout cas à Grenoble, passaient du faubourg à la ville. J'en avais pas tant que ça. Et là, étant donné que le faubourg de la Guillotière grossit énormément, je suis pas du tout certain que le faubourg soit un sas d'immigration, que ce soit plutôt un lieu où on va s'implanter parce qu'il y a du travail, il y a de l'activité, et notamment sur le déchargement des marchandises à Lyon. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, beaucoup d'immigrants à la Guillotière, quand on voit les métiers qu'ils exercent, puisque là aussi j'ai l'information, on voit que très souvent ils ont quand même un peu les mêmes profils. Beaucoup sont domestiques, beaucoup sont voituriers, donc travaillent dans le domaine des transports, ou sont affaneurs, comme on dit à Lyon, c'est-à-dire son portefeuille décharge les marchandises sur le Rhône pour que celles-ci puissent ensuite être livrées à l'intérieur de Lyon, matériaux de construction, enfin tout arrive par le Rhône quasiment. Voilà. Dernier point là-dessus, enfin deux derniers points. Donc en pourcentage, ça donne à peu près ceci. J'ai représenté sur 3 couleurs donc les mariages qui unissent un étranger et un adulte dans le faubourg. C'est à peu près 44%. Un mariage qui unit 2 adultes étrangers, c'est à peu près 25%. Et vous avez à peu près un tiers des mariages qui concernent un adulte du faubourg et un adulte qui vient d'ailleurs.
Ce qui veut dire que, grosso modo, quand on arrive dans le faubourg, on a quand même une bonne chance de trouver à se marier, que ça soit un étranger ou que ça soit quelqu'un du faubourg. Dernier point, puisqu'il me reste une poignée de secondes. Vous avez une carte, j'espère qu'elle est à peu près lisible. C'est l'origine des personnes immigrées, donc d'après les registres de mariage, et qui arrivent donc à Lyon. Eh bien, on voit que j'aurais pu dessiner 2 traits. Voilà, vous regardez la route royale qui va de Lyon à Grenoble. Vous ramassez tous les villages qui sont aux alentours et ça fait une sorte de veine d'irrigation qui va en direction de Lyon. L'ouest lyonnais est un peu concerné, mais quand même beaucoup moins évidemment. Mais là, c'est très très net. L'aire de recrutement du faubourg de la Guillotière, c'est tout l'est lyonnais et notamment en direction du Dauphiné et de la région de Grenoble. Ça apparaît très clairement. Voilà. Donc, moralité de tout ce que je viens de vous dire, j'ai donné que quelques éléments, parce que j'en avais pas plus, en toute honnêteté. Les faubourgs de Lyon n'ayant pas été pour moi un objet d'étude spécifique. Mes choses à retenir, ces faubourgs sont atypiques sur plein de points. Ils sont atypiques sur leur particularisme juridique, ils sont atypiques sur leur petite taille, 10% de la population uniquement de l'agglomération, c'est très rare. En France, vous allez trouver quelques cas, Valence, Montferrand, voilà quoi. Enfin, je crois que j'ai fait presque le tour des faubourgs, des faubourgs maigrichons. Partout ailleurs, les faubourgs sont importants. Et s'ils ne sont pas au XVIe ou XVIIe siècle, ils le deviennent carrément au XVIIIe siècle. Et des fois, ils sont même plus importants que la ville. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'atypique. En revanche, d'un point de vue démographique, on a alors là des choses qu'on retrouve un petit peu ailleurs. Donc des faubourgs qui attirent beaucoup les populations des campagnes voisines et des faubourgs dans lesquels on trouve des rythmes qui sont parfois urbains et qui sont parfois, je dirais, urbains. C'est-à-dire un mélange de caractéristiques qu'on trouve dans les campagnes et de caractéristiques qu'on trouve dans les villes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir assommé.